Et merci Isabelle Floren de nous accompagner. Vous êtes élue des Hauts-de-Seine, membre du groupe Union Centriste, porte-parole du MoDem. On va revenir sur les sujets d'actualité. Et d'abord, évidemment, on voudrait vous faire réagir à la disparition de Jean-Claude Gaudin. On a vu sa carrière politique résumée en quelques secondes, une carrière intimement liée, évidemment, à la cité phocéenne, dont il a été maire pendant 25 ans. Il fut aussi sénateur pendant plus de 25 ans, premier vice-président du Sénat. Quel souvenir vous gardez-vous de Jean-Claude Gaudin ? J'étais pas sénatrice quand il était, puisque c'était... Vous travailliez déjà au Sénat ? Moi, je travaillais au Sénat, et donc je travaillais avec des sénateurs qu'il connaissait bien, Jean-Marie Van Lerenberg, et qui est très ému. Et avec Hervé Marseille, ils ont eu des mots pour déjà nous en parler de sa faconde, de cette vie politique extraordinairement riche, et aussi de cette amitié qu'il a su cultiver avec ses amis du MRP et originaire de la famille centriste, Jean-Claude Gaudin. Et ça, les amis centristes ont gardé avec lui une relation d'amitié, je vous dis, un homme politique comme on n'en fait plus, parce qu'il a occupé toutes les fonctions politiques, évidemment Marseille. Et mes amis marseillais, évidemment, je pense bien à eux. Parce qu'ils sont tristes, parce qu'il va leur manquer. Et il incarnait Marseille, les titres le disent. Et puis en même temps, une vie politique, je ne sais pas si on en a encore des hommes politiques comme ça, parce que le non-cumul finalement des mandats nous prive quelque part aussi de cette envergure politique. C'est regrettable pour la politique. Sur certains aspects, sur l'incarnation dans nos assemblées des territoires, des villes. En tout cas, je pense qu'au Sénat, on y échappe quand même, mais dans la vie politique en général, cet ancrage et cette envergure et cette aussi façon d'exprimer les choses. En tout cas, les sénateurs qui l'ont connu s'expriment très bien depuis hier à son égard, et on voit que cette expression, elle est large dans l'échiquier politique, et qu'elle ne concerne pas que sa famille politique, elle va bien au-delà. Je pense que... Un mot peut-être sur un drame qui a eu lieu à Marseille et qui a une résonance nationale, c'est évidemment le drame de la rue d'Aubagne à la fin des mandats de Jean-Claude Gaudin, avec l'effondrement de ces immeubles, dont un qui appartenait à la ville. Il y a eu 8 morts. Ça restera, ça, comme une trace indélébile dans le mandat de Jean-Claude Gaudin. Je pense que oui, c'est évidemment dramatique, et ce drame de la rue d'Aubagne à la fin du mandat. Et évidemment, j'ai entendu ces propos hier à la radio, l'ont marqué, il s'en défendait. Mais c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas retenir que ça. Il a fait beaucoup pour cette ville, qui est une ville, on le sait très bien, pas facile, mais il s'est battu. Et je pense qu'il faut retenir aussi ses engagements sur la région, sur cette région également, et évidemment ses mandats, qu'ils soient nationaux à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est un combat d'une vie, il l'a dit, une vie politique avec une durée remarquable dans ses mandats. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des électeurs qui l'ont suivi durant toutes ces années. Donc je pense qu'il ne faut pas s'arrêter effectivement à ce drame et continuer à voir, et je pense que c'est ça, rendre hommage aussi, et je pense que le président du Sénat et ses amis le feront très bien demain. On va parler d'un autre sujet d'actualité, on l'a entendu dans le journal, ce sont ces mouvements de grève annoncés aujourd'hui en Ile-de-France, vous qui êtes élue francilienne, notamment dans les aéroports, et chez les cheminots qui cherchent à peser dans les négociations. Il y aura une réunion demain avec la direction de la SNCF sur les primes accordées pendant les Jeux Olympiques. Est-ce que vous cautionnez cette façon de faire ? Ah bah non. La grève préventive, non, je pense qu'il y a un dialogue social qui est mené par la SNCF, il a été mené par la RATP, qui a abouti à un accord sur les primes pour les Jeux Olympiques. C'est normal que les conducteurs, que les personnes qui vont être mobilisées reçoivent quelque part aussi un retour sur cette mobilisation qu'ils vont connaître pendant cette période olympique. Mais nous, vous voyez, au groupe centriste, on a déposé d'ailleurs une proposition de loi visant à limiter, quelque part à réguler le droit de grève et à éviter
que sans arrêt, les usagers, les clients se retrouvent, comme encore aujourd'hui, pris en otage par un certain nombre de personnes. J'entendais... Qui n'est pas soutenu par le gouvernement, Justin, la proposition de loi d'Hervé Marseille. Non, c'est bien dommage. Sur le droit de grève, vous le regrettez? Vous dites au gouvernement, bien sûr, Hervé Marseille me l'a encore dit. On le regrette. On le regrette. Il faut avoir le courage aussi de ses responsabilités, de prendre ses responsabilités. Nous, on pense qu'il y a des périodes... Le ministre des Transports, il fuit ses responsabilités en ne soutenant pas votre PPL sur le droit de grève? J'ai trouvé que le ministre des Transports, pendant cette discussion, n'avait pas assumé le dialogue qu'il devait avoir avec le groupe parlementaire. Il n'a pas répondu à notre président de groupe, Hervé Marseille. C'est regrettable. Et je le dis, on met des propositions. On est là aussi pour ça. Quand on est sénateur, quand on est député, c'est faire des propositions pour avancer sur des sujets. Il y a d'autres pays qui le font. Qui encadre, qui régule. Et la question n'est pas de supprimer, évidemment, un droit constitutionnel. La question est juste de l'encadrer et de le réguler. Il aurait été bien que le gouvernement prenne aussi la mesure de notre proposition et nous réponde sur ce sujet et fasse circuler cette proposition de loi. Bon, en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est encore des Franciliens qui doivent se rendre au travail. Je les entendais à la radio ce matin, avec une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure de plus sur leur trajet. Ils n'ont pas tous la possibilité de faire du télétravail. Il y a des métiers de service qui nécessitent une présence. Donc, effectivement, c'est eux qui sont embêtés aujourd'hui. Moi, je fais confiance à la SNCF pour trouver cet accord et au président de la SNCF pour trouver cet accord. On va parler de la Nouvelle-Calédonie. Dans quelques secondes, on parlera de la réforme. Mais d'abord, Emmanuel Macron salue de nets progrès. On est 1 semaine après les émeutes. Il salue de nets progrès dans le rétablissement de l'ordre sur l'archipel. Mais il décide quand même de déployer des militaires devant les édifices publics. Le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dit l'ordre républicain sera rétabli quoi qu'il en coûte. Jusqu'où faut-il aller ? Rétablir l'ordre, c'est nécessaire et c'est la condition, et on est d'accord avec le président de la République, avec le haut-commissaire, pour dire qu'effectivement, c'est le préalable à la reprise du dialogue. Voilà ce que nous souhaitons, nous les centristes. Et Hervé Marseille s'est exprimé suite à la réunion avec le Premier ministre vendredi, en disant « le rétablissement de l'ordre, c'est impératif ». Ensuite, reprise du dialogue sur bilan également des dégâts. Parce que 450 millions d'euros, fourchette basse, j'imagine, des émeutes et des dégâts des émeutes, et des pillages et des atteintes aux édifices publics. Donc on connaît le sujet. C'est pas comme si on ne connaissait pas. Nous, moi, j'ai travaillé dans la mission d'information sur les émeutes de juin 2023. C'est à peu près un phénomène identique avec évidemment la Nouvelle-Calédonie. On sait très bien des particularités, notamment sur la possession d'armes et illégalement. Mais voilà, on connaît le phénomène. Nous, ce que nous souhaitons, c'est une reprise du dialogue au niveau territorial avec les acteurs locaux. Un plan également sur la situation économique. Donner des perspectives. Hervé Marseille l'a dit. Il faut donner des perspectives à moins de 40 ans, c'est-à-dire un référendum. Un référendum avec une perspective institutionnelle. Et puis, pour nous, honnêtement, il n'y a pas d'urgence. Ce texte, on savait très bien qu'il allait... On va venir sur tout ça, juste pour que les téléspectateurs comprennent bien. On va accueillir Alex Moussard qui va nous expliquer justement pourquoi ce texte a tant embrasé l'archipel. Il nous rejoint. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Isabelle Floren. Et Alex, qui a mis le feu aux poudres, c'est donc une réforme constitutionnelle examinée en ce moment par le Parlement. Qu'est-ce qu'elle contient, cette réforme ? Alors oui, d'abord, il faut rappeler que depuis l'accord de Nouméa de 1998 sur le processus de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie, eh bien, le corps électoral en Nouvelle-Calédonie est gelé. Cela signifie qu'aujourd'hui, plus de 42 000 citoyens de l'archipel sont privés de vote lors des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie, soit 1/5 des électeurs. Alors c'est pourquoi ce projet de loi
loi constitutionnelle prévoit de dégeler le corps électoral et de donner le droit de vote aux natifs de l'île de plus de 18 ans et aux citoyens qui y habitent depuis plus de 10 ans. Cela représente 25 000 électeurs supplémentaires. Cette révision de la Constitution elle a été votée par les sénateurs, puis par les députés, mais pour être adoptée, eh bien, elle doit ensuite être votée par les 3/5 des parlementaires réunis en congrès à Versailles. Alors, compte tenu des émeutes que ce texte a entraînées en Nouvelle-Calédonie, eh bien, ce congrès de Versailles ne sera pas réuni tout de suite, mais le président de la République Emmanuel Macron a mis la pression sur les deux camps, sur les indépendantistes et sur les loyalistes, afin qu'ils trouvent un accord sur l'avenir institutionnel de l'archipel. Regardez ce qu'Emmanuel Macron leur a écrit dans un courrier la semaine dernière. En l'absence de cet accord que je continue d'appeler de mes voeux et qui est souhaitable à tous égards pour les Calédoniens, eh bien, le congrès de Versailles sera réuni avant la fin juin. Alors, fallait-il mettre autant de pression sur les acteurs calédoniens? Eh bien, certains responsables politiques comme la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, ou encore l'ancien Premier ministre Manuel Valls, estiment qu'il ne fallait pas mettre d'ultimatum et qu'il faut reporter ce congrès de Versailles sine die jusqu'à ce qu'il y ait un accord local. Et puis dans ce débat, une vingtaine d'élus d'outre-mer, des parlementaires, mais aussi des présidents de régions et de collectivités ultramarines ont signé une tribune pour demander tout simplement le retrait de cette réforme constitutionnelle. Je cite leur tribune: « Cette modification, sans consensus de tous les partenaires, constitue une trahison de l'esprit et de la lettre des accords de Matignon et de Nouméa. » Donc voilà, ce texte, au-delà de la Nouvelle-Calédonie, ne fait pas du tout consensus. Isabelle Florennes, est-ce qu'il faut, coûte que coûte, un congrès de Versailles à la fin juin si jamais il n'y a pas d'accord en Nouvelle-Calédonie? Non, nous, on ne pense pas. En tout cas, notre président groupe a été très clair à la sortie de sa rencontre avec le Premier ministre vendredi pour dire que l'urgence maintenant, avec effectivement le retour au calme qui est le préalable, c'est la reprise d'un dialogue avec les autorités locales, avec les élus, sur un certain nombre de sujets. Et il y en a. Et il y a une crise économique quand même en Nouvelle-Calédonie, la question de l'exploitation du nickel. Nous, ce que nous souhaitons, effectivement, on savait que le dialogue, en tout cas le sujet était éruptif. On le savait puisqu'on avait des parlementaires et on avait Philippe Bonnecarrère qui était allé en déplacement lors de l'examen de texte en préalable. Et on avait bien compris qu'il y avait un problème. Le gouvernement ne l'a pas compris, l'exécutif ne l'a pas compris qu'il y avait un problème? Écoutez, certains non. Certains ont voulu aller sur ce texte coûte que coûte, quelque part. C'est qui certains? C'est Gabriel Attal, c'est Gérald Darmanin? Une partie de la majorité sénatoriale qui a poussé pour que ce texte soit adopté. Il faut aller clairement le dire. Je ne sais pas s'ils étaient tous unis sur ce sujet, mais en tout cas, ils l'ont fait. Et il y a une responsabilité des Républicains aussi. Il y a une partie de responsabilité, clairement, des Républicains qui nous emmène sur un texte dont on sait très bien qu'il n'y avait pas forcément d'accord. On le voit très bien lors de son vote à l'Assemblée, le déclenchement des émeutes sur le terrain. Maintenant, non, il n'y a pas d'urgence. Nous ne pensons pas. En tout cas, on va le redire très clairement aujourd'hui et je pense que Hervé Marseille a été très clair. Nous ne pensons pas que ce soit la priorité, pas la priorité. La priorité pour nous, qui sommes la Chambre des représentants quand même des élus locaux, c'est le dialogue local, c'est le consensus local. Vouloir passer en force, ça n'a jamais été très bon, on le voit très bien, ça décageait. Donc il faut écouter. Donc Emmanuel Macron met trop de pression en posant cette date de fin juin avant de trouver un accord? Le président de la République, il est peut-être dans son rôle. Moi, je crois qu'il faut qu'il écoute les différents interlocuteurs qui lui disent qu'effectivement, ce dialogue, et pour un dialogue, on sait très bien qu'en Nouvelle-Calédonie, comme ailleurs d'ailleurs, parfois il faut quand même du temps. Et dès le mois de mars-avril, nous avions été alertés sur cette nécessité d'avoir du temps, peut-être envoyer la proposition de certains et d'envoyer une mission dialogue, des présidents des assemblées, des anciens premiers ministres, pourquoi pas? En tout cas, vous avez des bons connaisseurs de ce sujet. J'ai connu Édouard Philippe connaît très très bien cette question. Il pourrait être un médiateur, Édouard Philippe?
tout à fait. Je pense que, je ne sais pas si il le souhaite, mais en tout cas, il faut aller écouter, reprendre le dialogue entre les différents responsables locaux, parlementaires, autorités locales, et se mettre d'accord pour respecter effectivement les accords de Matignon, donner des perspectives aux habitants de cette île. Ça va nécessiter forcément, pour moi et pour nous, le Congrès n'est pas une urgence. On parle du référendum ? On parle du référendum et il y a un autre ancien Premier ministre qui s'exprime beaucoup sur cette question calédonienne, car il la connaît, il a travaillé dessus, c'est Manuel Valls. Et on va l'écouter, il répondait à une question sur l'éventuelle organisation d'un nouveau référendum. On le rappelle, il y a déjà eu 3 référendums dans le cadre des accords de Matignon et de Nouméa. 3 référendums ces dernières années, avec à chaque fois une majorité de non. Donc un résultat en faveur de la Nouvelle-Calédonie française. Alors faut-il en organiser un nouveau? Écoutez ce qu'en pense Manuel Valls. Jusqu'à maintenant. Isabelle Florennes, il faut refaire un nouveau référendum alors qu'il y en a déjà eu 3 et que la réponse a été non à l'indépendance. Je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Manuel Valls. Il faut donner des perspectives. 40 ans, la moitié d'une vie, c'est pas une perspective. C'est beaucoup trop loin. Et il a raison, il faut se laisser cette marge de discussion. Sur l'autodétermination, le dialogue et les conditions du dialogue, donner des perspectives dans cette discussion est nécessaire. Donc forcément, la question institutionnelle fait partie de cette discussion, avec la question économique et sociale. La question institutionnelle fait partie des conditions de ce dialogue à réentamer, à réouvrir, en tout cas à renouer localement. Donc je pense que Manuel Valls, absolument, on partage absolument son expression sur le sujet. Il connaît bien, et il le connaît bien. Je pense que sur cette question, l'expérience des premiers ministres, l'expérience des élus qui nous entourent, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, devrait être écoutée. C'est le rôle du Parlement, c'est le rôle de ces premiers ministres que de nous éclairer. Donc je pense que voilà, l'exécutif serait bien inspiré de le faire. Merci Alex, à tout à l'heure. On parlera notamment des élections européennes et d'un petit candidat de gauche, Guillaume Lacroix, le président du Parti radical de gauche. Et ce sera à suivre dans le club. Un mot sur le projet de loi fin de vie, puisqu'il est examiné en ce moment à l'Assemblée nationale. La commission spéciale l'a adopté, il arrivera en séance la semaine prochaine. L'Assemblée nationale qui a remanié le texte initial d'Emmanuel Macron. Des garde-fous voulus par le président de la République ont sauté, dont un point qui fait le plus débat, c'est la question du pronostic vital engagé à moyen ou à court terme. Ça figure plus dans la loi, ça a été remplacé par la notion d'affection en phase avancée ou terminale. Est-ce que pour vous, il y a là une rupture dans l'équilibre du texte ? Bah, clairement, je lis les commentaires, j'entends les professionnels qui, depuis hier soir, s'expriment, et encore un certain nombre de représentants des soignants, qui disent leur inquiétude, plus que leur inquiétude, presque leur colère, face au texte assez extrême qui est sorti de la commission. Alors après, c'est pas très étonnant qu'ils sortent ainsi de la commission. Il y a des majorités qui ont pu se trouver et exister sur ce sujet en commission. Mais je pense que c'est compliqué, et ça va être compliqué pour mes collègues du groupe démocrate, si j'en crois la lecture de leur réaction, de le voter en l'état. Et donc, on verra ce que la séance, à partir du 27 mai, va donner en séance publique. Mais est-ce que le texte tel que défini par Emmanuel Macron, il vous allait? Ou est-ce que déjà, là, il y avait des problèmes? Écoutez, je pense que, en tout cas, il y avait pour certaines affections, pour certaines maladies incurables, il y avait peut-être des solutions, en tout cas, à trouver. Moi, ce qui nous allait, et moi, ce qui m'allait pas mal, c'était l'idée de donner un accès aux soins palliatifs sur l'ensemble du territoire français. Et ça, on sait très bien qu'un tiers des départements français n'ont pas
de services, de soins palliatifs pour des personnes qui en auraient besoin. Mais il n'y avait pas forcément besoin d'une nouvelle loi pour ça. Eh bien, il y avait une loi qui s'appelait la loi Claes-Leonetti. Et franchement, pour écouter un certain nombre de soignants et de personnels concernés, elle nous convenait. Et moi, elle me convenait bien, sous réserve, effectivement, d'affecter et de créer de nouveaux services parce qu'ils sont nécessaires. Donc, il n'y a pas besoin forcément d'une nouvelle loi sur l'aide à mourir pour vous. À partir du moment où il y a eu une convention citoyenne sur le sujet, c'était compliqué derrière. Pour le président de la République, c'était compliqué. Il y a eu le travail de la Commission nationale d'éthique. J'entendais un soignant en arrivant ce matin qui disait « on est très loin avec ce texte de l'éthique médicale ». Et c'est ça notre sujet derrière. C'est la question éthique, c'est la question effectivement de la dignité humaine. Et évidemment, chacun va s'exprimer sur ce sujet personnellement, avec son intime conviction. Mais j'espère, en tout cas je fais confiance moi au Sénat et à la sagesse du Sénat pour trouver sur ce sujet un bon équilibre. Un dernier mot sur la campagne des Européennes. Isabelle Florennes, vous soutenez la liste de la majorité présidentielle menée par Valérie Hillier. Jeudi, il y aura un débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Est-ce que vous ne prenez pas un risque politique en limitant cette campagne à un affrontement avec le Rassemblement national ? Je ne pense pas du tout. Je pense que c'est très bien que le Premier ministre aille porter la contradiction, ou plutôt affirmer aussi notre programme, ce qu'on a fait, ce que nous, on a fait au Parlement européen. Nous, en quoi l'Europe protège et nous protège, en quoi l'Europe protège les Français, affirmer nos convictions, ce qu'on a fait au Parlement européen, ce que n'a pas fait effectivement, ce que n'a jamais fait le Rassemblement national au Parlement européen. Donc c'est bien. Que ce débat soit médiatique, c'est souhaitable, que les Français rentrent dans cette campagne et s'y intéressent, c'est important aussi. C'est ce que nous faisons sur le terrain par la multiplication aussi de nos réunions et notre information sur notre projet, notre programme. Nous sommes les seuls Européens de cette campagne, on tient à le dire, à défendre avec conviction un certain nombre de choses, à expliquer en quoi l'Europe, heureusement qu'on l'a eu, notamment pendant le Covid, heureusement, vous savez, Clément Beaune le disait il n'y a pas longtemps, heureusement qu'on a quand même eu un vaccin européen. Je pense que le vaccin russe, mais vous martelez, on est les seuls Européens de cette campagne. Ça veut dire que François-Xavier Bellamy, Raphaël Glucksmann, c'est pas des Européens pour vous ? Bah écoutez, moi je regarde leur programme, il y a quand même une remise en cause des traités sur un certain nombre d'aspects. Glucksmann, moi j'attends de voir sur ces sujets comment il va faire. Il a quand même des alliés au Parlement européen qui ne sont pas très européens. Donc, si vous voulez, des prises de parole sur certains sujets, c'est très bien, c'est médiatique. Après, il y a tout le travail partenarial. Moi, je dis que avoir une centaine de députés européens, c'est permettre de peser, et c'est pour ça que on a besoin de cette liste Renaissance. Et il nous reste 18 jours pour convaincre les électeurs. Merci Isabelle Florennes. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée pendant cette première demi-heure.